Allez, bonjour à toutes et à tous. Alors je sais pas vous, mais moi je viens de passer 15 jours là, mais hallucinant quoi. J'ai dormi 6 heures par nuit, j'ai pas arrêté de lire, d'aller à Paris, de parler avec des gens, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, parce que là, c'est une sacrée claque quoi. Donc voilà, je suis allé évidemment à République, boulevard Voltaire, au Bataclan, j'ai vu mais toutes ces fleurs, toutes ces bougies par terre, j'ai pris des gens dans mes bras parce qu'ils pleuraient, mais c'est vendredi dernier à République, mais c'était hallucinant. Il y avait d'un côté les gens qui pleuraient en mettant des petits mots pour les gens qu'ils avaient perdus, et puis à côté, il y avait d'autres gens qui faisaient la fête en disant Paris, on t'aime, Paris, on est là. Enfin bon. Et puis tout autour de la place, il y avait plein de gens qui discutaient, qui s'engueulaient, qui se disaient des trucs qu'ils n'auraient jamais osé dire 15 jours avant. C'est ça le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que ça nous déclenche à tous une espèce d'envie je sais pas, de se rapprocher, de se dire des trucs, de dialoguer, et puis de comprendre ensemble, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors moi, j'ai fait, je vais vous dire, j'ai passé 15 jours à bosser pour moi, parce que moi, il faut que je comprenne ces trucs-là, sinon ça va pas. Et puis maintenant, voilà, j'ai tout un tas de feuilles autour de moi, il va falloir que je vous raconte tout ça, parce que c'est comme sur la monnaie, mais j'ai trouvé, mais c'est à se tirer une balle, ou c'est à partir dans une cabane au fond des bois. Non, mais franchement. On se dit, mais alors, heureusement, il y a plein de trucs, il y a plein d'espoir à la fin, vous allez voir. Donc j'ai commencé à essayer de comprendre est-ce qu'il y a des causes, quelles sont les causes, quelles sont les origines, qu'est-ce qui fait qu'on se prend une telle claque dans la gueule d'un seul coup comme ça, et paf, on ne sait pas d'où ça vient. Cet effet d'horreur, là, de surprise monstrueuse, d'où ça vient. Voilà. Bon, bah déjà, moi, j'ai trouvé ça. Hein. C'est un rapport body count, c'est-à-dire le compte des cadavres. C'est un rapport de la société, enfin de l'association des médecins pour la responsabilité sociale. C'est une grosse assoce américaine qui a fait la compilation du nombre des morts depuis 10 ans à cause de la lutte contre le terrorisme. Il y a un général qui dit il y a une photo d'un général dans ce rapport avec ce qu'il a dit un jour dans un discours, et je crois que la perception des morts, des pertes civiles, c'est le plus dangereux de nos ennemis. La perception des pertes civiles. Bah oui, mais les pertes civiles, nous on voudrait bien les savoir, parce que si on se prend des coups sur la gueule, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Mais bon, il n'y a pas que ça, oh, vous allez voir, mais des raisons, il y en a dans tous les sens. Oh. Alors bon, voilà, en gros, je vous résume le truc. Il y a eu 2 millions de morts en Irak entre 1993 et maintenant, à cause de l'invasion de l'Irak et de tous les bombardements qu'il y a eu là-bas. Et il y a eu, depuis le début de la guerre contre le terrorisme en 2001, 2 millions de morts aussi. Où ça en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, et on peut rajouter la Libye et la Syrie maintenant. 4 millions de morts, donc. Bon, déjà, on commence comme ça. Alors, on continue. Bon, après, dans les grandes causes, pourquoi il y a la guerre? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi il y a la guerre et pourquoi on se prend des coups de mitraillette dans la gueule sur nos gamins, sur nos jeunes? Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de comprendre. Putain. Ah ben, on a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Déjà, rien que le nom, ça fait peur. Zbigniew Brzezinski. Ah ben, le mec, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Échiquier. C'est la grande stratégie américaine pour le court terme, le moyen terme, les 20 prochaines années, et le long terme, au-delà de 20 ans. Il a écrit ça juste avant l'an 2000. Je vous lis juste la phrase clé de sa conclusion du bouquin. Page 250. La longévité
et la stabilité de la suprématie américaine sur le monde dépendront entièrement de la façon dont ils manipuleront ou sauront satisfaire les principaux acteurs géostratégiques présents sur l'échiquier eurasien, l'Europe et l'Asie, et dont ils parviendront à gérer les pivots géopolitiques clés de cette région. Voilà. La longévité et la stabilité de la suprématie américaine sur le monde dépendront entièrement de la façon dont ils manipuleront ou sauront satisfaire les principaux acteurs de la région. Donc voilà, la suprématie américaine. Ça, c'est le leitmotiv. Il y a ça, le PNAC, je vous en avais déjà parlé. Rebuilding America's Defense, Strategy for a New Century. Ça a été écrit pareil au début des années 2000. Il y a une stratégie, il faut dominer le monde, donc il faut dominer l'Eurasie, donc il faut dominer le Moyen-Orient. Donc bon, ça c'est un énorme dossier pour justifier l'augmentation des dépenses militaires américaines. Bon, vous savez que les États-Unis dépensent plus dans leur budget militaire que le total de tous les autres pays du monde. Bon, ça va, c'est bien, on est tranquille avec des gars comme ça. Alors en Europe, l'OTAN dirigée par évidemment les États-Unis, l'OTAN s'est étendue en accueillant 3 nouveaux membres et en recevant un grand nombre de membres invités par le truchement du programme du partenariat pour la paix. Des dizaines de milliers de soldats des États-Unis, de l'OTAN et des pays alliés patrouillent dans les Balkans et y ont conduit nombre d'actions significatives. Dans les Balkans, c'est en plein milieu de l'Europe. En effet, la région est en voie de devenir un protectorat de l'OTAN. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est clair, c'est la stratégie, Mais attendez, il n'y a pas que Bon voilà, alors après c'est des prévisions sur toutes les nouvelles technologies qu'on va pouvoir mettre en place pour dominer le monde, quoi, pour faire la police partout. Des soldats du futur, bardés de capteurs, couverts d'un camouflage actif comme celui de la peau d'un caméléon. Non, j'invente rien, hein. Un dispositif de visualisation monté sur le casque du soldat lui permettra d'avoir une vision globale du champ de bataille, notamment de voir ce qui se passe au-delà des angles ou des hauteurs qui lui cachent la vue. C'est fantastique, c'est l'avenir. Il y aura toujours des guerres, donc il faut toujours augmenter de 10% par an le budget militaire. Voilà. Alors il y a les drones. Les drones, ce sont des avions. Il y a un gars dans une salle en Virginie ou aux États-Unis. Il a un joystick, comme un jeu. Et il pilote avec ce joystick un drone qui est en Syrie ou en Irak. Et il voit tout, puisqu'il a des caméras pour voir ce qu'il est en train de faire. Et là, on lui dit, mon gars, il faut que tu... Ouvrir le feu était grandement salué et encouragé. Alors ça, ce sont des anciens pilotes de drones qui se disent horrifiés par la cruauté des programmes d'assassinat. Parce qu'il y a des programmes d'assassinat, parce qu'avec un drone, personne ne risque rien. Sauf que le drone, il peut larguer une bombe sur qui il veut, sur n'importe qui, les assassinats ciblés. Même notre François Hollande, il en fait, les opérations Homo. Alors, il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'avocat, évidemment. C'est une enquête qui a été faite par The Intercept, The Intercept, et voilà, on interroge ces pilotes-là, qui disent, les pilotes se réfèrent aux enfants comme des terroristes miniatures, et comparent leur assassinat à, écoutez bien, couper l'herbe avant qu'elle pousse trop haut. Mais c'est des Américains, là, qui parlent, hein. Des pilotes de drones. Michael Haas, ancien officier supérieur de l'armée de l'air, a également décrit l'usage largement répandu de drogue et d'alcool, en précisant que certains pilotes avaient effectué des missions sur leur emprise. Mais je vous dis, mais on est dans un monde de cinglés. On a intérêt, vous allez voir la conclusion, vous allez voir ma conclusion à cette vidéo. On a intérêt, les gars, à nous, se calmer et se serrer les coudes, sérieusement. Parce qu'on a affaire à un monde tout à fait particulier, là-haut. Alors évidemment, M. Bryant, qui fait cette enquête, nous dit
le meurtre de civils par drone exacerbe le terrorisme. Il déclare « Nous en tuons 4 et nous en créons 10. Si vous tuez un père, un oncle ou un frère qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit, leurs familles vont vouloir se venger. Et bon, vous connaissez les réactions des gens qui souffrent. On a du mal à réfléchir. Si on peut se venger, on le fait. C'est la réaction instinctive, reptilienne qu'on a tous eu. Il faut aller les détruire. C'est la réaction évidemment de tous nos hommes politiques qui sont là-dedans à fond. Donc, c'est peut-être à nous d'utiliser notre néocortex et pas notre cerveau reptilien, ou d'utiliser notre cerveau reptilien pour avoir l'énergie de réagir, et notre néocortex pour avoir l'énergie de raisonner. Ben oui aussi, on n'a pas qu'un cerveau, bon sang. Alors quand on est derrière un écran, et qu'on regarde ce qui se passe à travers une caméra, et qu'on a un joystick pour tuer des gens, vous savez ce qui se passe ? Il y a un très grand détachement quant à qui étaient ces personnes que nous avions dans notre ligne de mire. Ouvrir le feu était salué et encouragé. Ah oui, c'est une enquête énorme, là. Je vais peut-être faire un mini-show dans quelques semaines là-dessus, si j'ai le temps. Et donc les pilotes ont dit, ces pilotes qui font ces déclarations-là, ils ont dit qu'ils se sentaient encore plus en devoir de parler au lendemain des attentats terroristes meurtriers à Paris la semaine dernière. Ils croient que les assassinats par drone ont alimenté la montée du groupe extrémiste l'État islamique qui a revendiqué la responsabilité des attaques. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, voilà, vous allez me dire, je creuse la merde, oui, mais peut-être qu'il faut qu'on soit au courant quand même qu'il se passe des choses comme ça. Hein ? C'est pas nouveau. Hein ? Faut qu'on comprenne un peu. Alors bon, j'ai même trouvé des rapports secrets. Des rapports des services secrets. Celui-là, il est bien. Bon, il est plus secret du tout, ils en ont parlé sur une télévision publique. Alors c'est un rapport qui a été secret à une époque, en 2012 il était secret, il a été déclassifié... là, je ne sais plus quand, en 2014, je crois, qui nous dit « Les salafistes, les frères musulmans et Al-Qaïda sont des forces majeures pour conduire les insurgés de Syrie. » C'est un rapport du département de la défense des États-Unis qui a été fait en 2012 pour estimer la situation et les dangers qu'il y avait à favoriser l'insurrection syrienne contre Bachar el-Assad, parce que cette insurrection était obligatoirement prise en main par, nous disent-ils, les salafistes, les frères musulmans et Al-Qaïda. Et donc, attention, ce sont des experts qui ont écrit ça. C'est un monsieur qui s'appelle Michael Flynn, qui en a eu connaissance aussi, un des plus grands généraux de l'armée américaine, qui a lu ce rapport. Lequel rapport dit « Si la situation se dégrade, il y a la possibilité que une principauté salafiste déclarée ou non se mette en place en Syrie orientale. Et c'est exactement ce que les puissances qui veulent une opposition, qui soutiennent une opposition, veulent pour isoler le régime syrien. Les forces d'opposition utiliseront le territoire irakien pour les forces qui ont avantage à renverser Bachar el-Assad et donc se mettront là pour recruter des combattants et les entraîner. Eh ben oui, bon c'est qui les combattants ? On le savait. Les Américains le savaient. Et Michael T. Flynn, vous savez ce qu'il nous dit dans son interview ? Le journaliste lui dit « Alors attendez, vous êtes en train de nous dire qu'à cette époque, le gouvernement savait que ces groupes existaient, vous en avez vu l'analyse, et vous avez argumenté contre, parce que le gars, il a dit « Mais attendez là, si on fait ça, on risque de se retrouver avec des groupes de terroristes énormes, si on les aide, si on les finance, si on les forme. » Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas pourquoi n'avez-vous pas été écouté par les décisionnaires ? Demande le journaliste, puisque on a continué à les former. Et Flynn répond, je crois que c'est l'administration. Le journaliste demande, l'administration a donc fermé les yeux face à votre rapport ? Et le général répond, je ne crois pas qu'elle ait fermé les yeux. Je pense que ce fut une décision.
Je pense même que ce fut une décision délibérée de ne pas bloquer à la racine l'émergence de l'État islamique. Parce que État islamique, vous savez comment ça se dit en arabe? Ça se dit El-Dawla, l'État, Islamia, islamique, Fi al-Irak wa Sham, Daesh. Daesh. Ça veut dire l'État islamique. Ben oui. Donc c'est la même chose, c'est une évolution du même phénomène. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas que les Américains. Il y a cette carte là aussi. Alors ça, c'est une carte qui voit à très long terme, qui voit la mise en place d'un Kurdistan, c'est-à-dire un État kurde au nord de l'Irak et de la Syrie, en prenant des territoires sur l'Irak et la Syrie, et donc en divisant l'Irak qui est déjà complètement divisé et la Syrie. La création d'un État à l'ouest, au bord de la mer, pour prendre toute la côte de Syrie, et la mise en place d'un État chiite à l'est de l'Irak. Divisé pour mieux régner. D'où ça vient, ça? Mais attendez, j'ai pas que ça. Bon, j'ai ça, là, vous allez voir, ça, c'est pas mal non plus. Mais j'ai d'autres trucs encore derrière, encore plus incroyables. Alors ça, c'est le plan sioniste pour le Moyen-Orient. C'est un monsieur qui a écrit ça dans les années 80, Oded Yinon, il s'appelle. Je vous donne juste... qu'est-ce que j'ai là? J'ai juste une petite phrase. Juste une petite phrase. En anglais, je vous traduis au fur et à mesure. La dissolution de la Syrie et de l'Irak en zones ethniques et religieuses différentes, un peu comme au Liban, est la première cible d'Israël sur le front Est, à long terme. Et la dissolution de la puissance militaire de ces États est le premier objectif à court terme. Évidemment, quand vous êtes en Israël et que vous avez des attentats tous les jours, et que vous savez que vous êtes en permanence en danger parce que vous êtes environné d'ennemis. Qu'est-ce que vous faites? D'une part, vous essayez de vous protéger de vos ennemis, et d'autre part, vous essayez de les manipuler, vous essayez de les contrôler en les divisant. Donc il y a un grand plan pour diviser entièrement le Moyen-Orient en petites sous-zones, de manière à ce qu'aucun État ne soit assez puissant pour détruire Israël. C'est un plan de survie. Mais il faut le savoir, ça, les gars. Il faut le savoir. Bon, je termine avec parce que vous voyez que toutes ces stratégies-là, elles convergent. Elles convergent vers quoi? Elles convergent vers la guerre. Elles convergent vers des peurs, vers des absences de dialogue. Ce qui est le contraire. L'absence de dialogue, c'est le contraire de la paix. Alors là, attention. Là, on est dans le grandiose. Ça, c'est le manuel du djihadiste. C'est la partie théorique et philosophique de la guerre sainte pour aller tuer du mécréant. Eh oui, ça existe, mes petits gars, ça existe, putain. C'est pareil, je vais pas vous en lire des tonnes. Hein. Je vous lis une phrase. Ceux qui ont étudié le djihad théorique, ils ont étudié seulement le djihad sur le papier. Ils vont jamais comprendre ce point essentiel, que la victoire vient de la violence. Cette jeunesse à qui on a enlevé les armes, ils ne comprennent pas la nature de la guerre. Écoutez bien. Celui, par contre, qui s'est déjà engagé dans les djihad, il sait que cela ne peut pas être autre chose que la violence, l'horreur, la terreur, la frayeur et le massacre. Je parle du djihad et du combat. Je ne parle pas de l'islam, il ne faut pas les confondre. Oui, quand même, heureusement.
Un dernier petit... Non, je peux pas. Je peux pas. Le discours, c'est l'horreur. La solution, c'est de répandre l'horreur. Le management de la sauvagerie, ça s'appelle. La sauvagerie, c'est pas, justement, c'est la sauvagerie, c'est-à-dire l'absence de règles qui règnent une fois qu'on a tout détruit. Dans ce sens-là, la sauvagerie, c'est l'état sauvage, si vous voulez, l'état de nature. C'est-à-dire que la technique, la stratégie de ce bouquin, c'est de dire il faut d'abord tout détruire de manière à ce que tout le monde soit perdu, et ensuite on arrive avec le djihad et la charia. Voilà. Mais attendez, mais il y a des fous partout, moi je vous le dis. Bon, après, il y a des causes vraiment directes là sur le terrorisme. Bah oui, parce que bon, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils gagnent des milliards par jour. Et donc, l'Arabie Saoudite, c'est un royaume complètement fermé qui vit au Moyen-Âge. On coupe les mains des voleurs, les femmes n'ont le droit de rien, on lapide celles à qui on plaît pas, et c'est la loi, c'est la loi, mais fondamentale, c'est la loi du moyenâgeuse. On tue, on supprime, on assassine, on supprime les gens qui ne sont pas d'accord. Et on oblige tout le monde à suivre ces règles de fou. C'est ça. Nous sommes en présence, avec le royaume d'Arabie Saoudite, d'un truc qui fonctionne comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une philosophie. C'est une philosophie de la vie qui dit, voilà, il faut revenir aux fondamentaux. C'est comme si nous, je sais pas, les chrétiens, on disait, je sais pas, il faut revenir à une forme de fondamentalisme où, voilà, on interdit le sexe, on interdit de manger du poisson le vendredi, de manger de la viande le vendredi, on interdit, voilà, on revient à des trucs vraiment, on revient aux fondamentaux, toutes les interdictions du catholicisme d'il y a 1000 ans, voilà. C'est ça, donc c'est une philosophie extrême, un fanatisme. Alors évidemment, quand on gagne des milliards par jour et qu'on a une façon de penser comme ça, on se dit mais c'est génial, on va pouvoir payer le monde entier pour qu'il s'adapte à ça, pour qu'il diffuse ça, et on diffuse ça. Et donc il y a des tas de gens qui sont payés par l'argent de ces pays-là pour aller porter cette parole-là, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument global. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Parce que d'où il vient l'argent ? Eh ben, il vient de nos achats de pétrole, les gars. Eh ben oui, pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le pays où il y a le plus de pétrole dans le monde et que nous, on achète du pétrole, évidemment, en priorité à l'Arabie Saoudite. Donc, comme on en a énormément besoin, eh ben voilà, tout notre fric arrive là-bas. Alors, il y a un truc très bizarre, c'est que ces phénomènes de religion, de retour au fanatisme, moi, je les ai déjà étudiés pour la monnaie. Pourquoi ? Parce que si vous vous souvenez des explications que je vous donne sur l'émergence de la monnaie et l'émergence de la prédation monétaire et à quel point ça fait une dissymétrie totale dans la société entre les gens qui émettent la monnaie, qui peuvent piller tout le monde en leur faisant croire que la monnaie a une certaine valeur. Moins 700 avant Jésus-Christ, ça a été inventé. Eh bien, il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'en moins 700 avant Jésus-Christ, simultanément à l'invention de la monnaie, les 3 grandes religions ont été inventées. En Extrême-Orient, le bouddhisme et le confucianisme, dans la vallée de l'Indus, le bouddhisme, pardon, et dans le bassin méditerranéen, le christianisme. Presque en même temps, les premières racines du christianisme, si on veut, juste avant Socrate, le monothéisme. Et donc on peut penser que ce retour à des valeurs morales est dû à l'affreuse prédation, l'affreuse dissymétrie exercée par les dominants. Et donc là, ça nous donnerait une explication super intéressante en nous disant ce fondamentalisme-là, une de ses causes, ce fanatisme-là, une de ses causes, c'est le fait que la prédation entre les dominants et les dominés est de plus en plus insupportable. Et donc la solution, c'est d'aller dans le fond de la morale. Et de la morale devient folle quand on va au fond du fanatisme.
Mais il y a plein d'autres choses encore. Attendez, on n'a pas fait le tour là, on n'a rien vu encore. Alors évidemment, dans tous ces effets-là, il y a des effets positifs. Ah ben oui. Pour qui? Eh ben pour la classe dominante. Pourquoi? Parce que la classe dominante, quand elle sent qu'une population est à 2 doigts de la révolution, et quand elle sent que les gens ont compris le mécanisme de la crise, quand tu es dominant et que tu comprends que ton arnaque bancaire commence à être connue, et que tu comprends que les gens comprennent que l'asservissement se fait par la dette et pas autrement, et que toutes les dissymétries qu'on constate au niveau personnel, au niveau social, au niveau national, au niveau international, viennent d'une prédation monstrueuse qui est exercée par le pouvoir de la force des armées de la violence et le pouvoir de la monnaie et du mensonge. Quand on voit ça, on se dit, oh nom de Dieu, on va se faire foutre des coups de fourche dans le cul ou peut-être se faire couper la tête. Donc, on accueille toutes les causes d'effrayer cette population avec bonheur. On les accueille. Pourquoi? Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Parce que le rôle du politicien, c'est de jouer le berger pour son troupeau de moutons, de dire je vais vous protéger, vous avez peur, je sais, je comprends, je vais aller tuer les méchants. C'est ça le rôle du berger, c'est nous protéger de la peur. Et donc nous, on est en train de trembler dans notre enclos, l'enclos dont les clôtures sont nos propres frontières, et dans notre enclos, on a peur, on veut fermer l'enclos, on demande au berger de renforcer la clôture. Et ça, c'est génial pour un berger. Parce que sa population, il l'a dans le creux de la main. Et sa population ne parle plus du chômage, ni de la crise, ni de la dette, ni du climat, ni de rien. Et puis ceux qui en parlent, on leur dit « Mais vous êtes des méchants, on va vous mettre en prison. » Ben oui, ça marche tout seul, ça coule de source. Alors bon, attendez, il y a pire que ça. J'ai étudié les travaux de monsieur Daniel Ganzer. Daniel Ganzer, c'est un historien. Bon, on peut rien reprocher aux historiens. Les gars, ils mettent 50 ans à trouver des trucs et après ils disent voilà, ça s'est passé comme ci et comme ça. C'est des scientifiques qui cherchent des preuves. Tant qu'ils n'ont pas de preuves, ils disent rien. Ou alors, quand ils n'ont pas de preuves, ils disent voilà, on a cette hypothèse-là, on ne sait pas laquelle est la bonne. Et lui, Daniel Ganzer, c'est un spécialiste des guerres secrètes, des services secrets, du terrorisme manipulé ou accueilli ou subi, voilà. Et donc, il nous en donne mais des listes et des listes. Il y a des réseaux mis en place par les services secrets de plusieurs pays, dans plusieurs pays, destinés à réagir en cas d'agression d'un ennemi, mais aussi à réagir en cas d'agression de la population de ce pays. En cas de manifestation incontrôlable. Il y a dans les pays des services secrets qui sont destinés à ça. Alors on va dire, lui, il donne l'exemple du réseau Gladio, et alors attention, souvent les politiciens ne sont même pas au courant. Il y a l'exemple terrible, cocasse, ridicule du ministre de la Défense belge. Le premier ministre italien en 1900, c'est pas vieux, je sais plus, les années 90 par là. Le premier ministre italien dit oui, effectivement, oui, on le savait, il y a un service secret monté par la CIA et le MI6, les services secrets américains et anglais, voilà. Et puis oui, effectivement, au niveau européen, il y avait des réunions, etc. Oui, c'est vrai. Le ministre de la Défense belge, il dit quoi? Mais attendez, mais je suis pas au courant. Il rentre en Belgique, il demande à son président, il lui dit mais attendez, c'est vrai cette histoire-là? Et l'autre lui dit, il demande au chef des services secrets, il dit c'est vrai là cette histoire-là? Et le mec dit oui c'est vrai, oui. Le mec il n'était pas au courant, le ministre de la Défense. Bon, il y a des fois où ils sont au courant. Alors là, regardez, j'ai trouvé encore un document là qui est déclassifié depuis des années, je sais plus, depuis des années 2000, je crois. C'est déclassifié en général 50 ans après. 50 ans après ce qui s'est passé, c'est ce que nous dit l'historien là. Bon, là on a les documents d'origine, parce que les services secrets, ils prennent des notes quand même, ils notent tout, parce que c'est des fonctionnaires, donc ils sont obligés, ils sont tenus à tout noter, évidemment c'est classé top secret, mais après, quand c'est déclassifié, on les a.
Et donc là, c'est une opération, c'est marrant, c'est en 1962, entre les États-Unis et Cuba. Bon, alors les États-Unis, ils avaient un problème avec Fidel Castro parce qu'ils voulaient le virer. Bon, c'est une technique habituelle, hein, virer un dirigeant qui vous plaît pas parce qu'il veut garder les richesses de son pays, alors que nous, on en a besoin pour nourrir nos citoyens. Bon. Donc il faut le virer, en mettre un autre qui est copain avec nous. C'est une technique, mais tous les jours, hein, il y en a 10, 15, je peux vous donner, je peux vous donner tous les exemples, vous cherchez un peu, Mossadegh, je sais plus, il y en a plein dans toute l'histoire. Et donc voilà, donc ils ont essayé de débarquer carrément à Cuba, le débarquement de la baie des Cochons. Manque de bol, ils n'ont pas détruit tous les avions, il y avait des avions en l'air, donc du coup, certains avions ont réussi à défendre Cuba et les Américains sont repartis. Gros échec. Et puis donc tout le monde l'a su. Donc les Américains se sont dit, bon, il faut faire ça de manière plus subtile, et ils ont monté l'opération Northwood. Ils ont préparé l'opération Northwood, qui n'a jamais eu lieu parce que le président Kennedy a refusé de la mettre en place. Et alors, déstabilisation du pays complètement, mais alors je vais vous dire comment. 2 phrases. Ce plan doit placer les États-Unis dans une apparente position de souffrir des peines qui devront l'obliger à se défendre contre le gouvernement irresponsable de Cuba, et nous devrons développer une image internationale pour les Cubains qui seront, nous devons faire en sorte qu'ils apparaissent comme une menace pour la paix dans l'hémisphère nord. Mais l'objectif final, le point 5 de ce rapport déclassifié, c'est que l'objectif final, c'est une intervention militaire ouverte. Donc il faut arriver à déclencher une intervention militaire ouverte. Et alors ils font toute une liste de possibilités pour arriver à cet objectif-là. Démarrer des rumeurs, faire atterrir des Cubains en uniforme et leur dire d'attaquer notre base américaine, parce que les Américains ont une base à Guantanamo dans le sud-est de Cuba. Et donc déguiser des Cubains en militaires cubains et leur demander d'attaquer la base américaine. Bah oui, mais c'est mensonge et manipulation, mais c'est le quotidien. C'est le quotidien, les gars. Bon, je sais, vous en avez marre que je vous dise tout ça. Ouais, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dramatique. Il y en a, mais tout le temps. En France aussi, il y a un attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, dirigé, enfin, avec l'accord plus ou moins tacite du président, le Rainbow Warrior, voilà, qui a été coulé pour protéger les essais nucléaires de la France en Polynésie. Mais il y en a 36 000, bon, j'arrête. Une des idées du plan Northwood, là, c'était d'organiser des attentats aux États-Unis. Et de mettre ça sur le dos des communistes cubains. Faire exploser quelques bombes dans des endroits choisis avec soin, arrêter des agents cubains et divulguer des documents tout préparés qui montrent que les Cubains participaient à ces attentats. Bon, celui-là, il n'a pas été mis en place parce que Kennedy ne l'a pas autorisé. Les autres, on saura au fur et à mesure. Alors le général qui a fait ce dossier, là, très, très étayé, il s'appelait Lemnitzer, chef d'état-major des États-Unis. Kennedy l'a viré. Enfin, il ne l'a pas viré, il l'a mis au commandement des forces de l'OTAN en Europe. Donc voilà. Alors, ce ne sont pas des attentats terroristes, c'est du terrorisme manipulé pour raison d'État. Alors ça c'est la photo de Lemnitzer. Et ça c'est un vrai terroriste. Donc voilà, donc que penser de ça ? Que penser de ça ? Bah, moi, vous me connaissez, c'est la transparence. La transparence, la vérité, on cherche à comprendre.
Moi, je suis pas d'accord pour dire ah non, oh non, ça me fait trop de peine, je veux pas parler de ça. Bon, oui, si c'est votre réaction, bah, oui, j'arrête, coupez, regardez autre chose. Mais moi, non, je suis pas d'accord pour fermer les yeux. Je suis pas d'accord pour fermer les yeux. Je suis pas d'accord pour le silence. Je suis d'accord pour la vérité, pour creuser, pour... Tant pis, mais oui, ça fait mal. Et alors? Quand on est dans une famille où il y a un membre de la famille qui viole les enfants ou qui les tripote, il faut en parler, les gars, nom de Dieu. On peut pas dire non, non, je veux pas le voir, hein? Oh! Donc quand on est dans un monde où il y a des gars qui font la guerre parce qu'ils ont des intérêts supérieurs et que nous on n'est pas au courant et qu'on se prend les coups de Kalachnikov dans la gueule, là je suis plus d'accord. Je veux savoir, je veux comprendre en tout cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... J'en sais rien. On peut dire, il y a des hypothèses. Première hypothèse, un attentat comme celui qu'on a pris dans la gueule, c'est une surprise totale. Personne n'était au courant, Hollande n'était pas au courant, Valls était au courant, personne s'y attendait, c'est une monstruosité, c'est un événement impossible à prévoir. Voilà, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est... Mais là, attention, je vous demande de vous asseoir parce que ce que je vais dire va vous sembler monstrueux. Deuxième hypothèse, c'est une manipulation des gens qui nous gouvernent ou des gens qui gouvernent les gens qui nous gouvernent pour avoir le pouvoir en France et pouvoir nous faire ce qu'ils veulent. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est un mélange des deux. Il y a à la fois des cinglés qui ont lu ce bouquin monstrueux que je vous ai montré tout à l'heure, qui viennent et qui font des actions monstrueuses ici pour se venger parce qu'ils sont cinglés, et d'autre part, il y a des gens aussi cinglés qu'eux qui disent « on n'est pas au courant, mais bon, on les laisse faire, c'est bon pour le business ». Ben oui, parce que derrière, c'est des milliards et des milliards de bombes qui se font exploser sur la gueule des gens là-bas en Iran et en Irak et en Syrie. C'est des milliards d'avions, de pétrole, de kérosène qui sont dépensés. C'est des milliards qui sont dépensés. Et où vont ces milliards? Dans les poches de quelqu'un. Vous comprenez le truc? Donc, quelle que soit l'hypothèse, soit c'est une vraie surprise, soit c'est un complot monstrueux, soit c'est quelque chose dont on parle pas parce que finalement ça arrange beaucoup de monde, dans tous les cas, je veux comprendre. Voilà, pourquoi? Parce que si je comprends, ça va m'enlever une partie de ma douleur, ça va m'enlever une partie de ma peine, et ça va me permettre de réfléchir et d'utiliser mon cerveau d'une manière qui soit pas instinctive, qui soit pas violente, qui soit raisonnable. En tout cas, qui me permette d'associer mes émotions violentes à ma raison. Bon, allez, j'ai 3 pages de solutions. Bah oui. La première solution, c'est de se comprendre pour se défendre intérieurement. Et là, j'ai regardé les travaux d'un spécialiste en psychologie sociale, monsieur Dan Gilbert, un Américain. Et il nous dit, ben oui, c'est normal qu'on ait très peur des attentats, parce que, en France en tout cas, on n'a jamais vu ça. On ne savait pas ce que c'était. C'est monstrueux, parce que là, on est touché dans notre chair et dans la chair de nos amis et de nos proches. On n'en a jamais vu, on n'en a pas vu beaucoup, on ne sait pas ce que c'est. En plus, on a très peur parce que l'ennemi, c'est quelqu'un d'autre, un autre humain comme nous qui vient, qu'on voit, qu'on connaît, qu'on peut identifier, mais qu'on ne peut pas prévoir. Il y a un risque monstrueux, mais il n'y a pas de raison, c'est complètement aléatoire. Ça peut frapper comme la foudre n'importe quand, donc ça fait très peur. On a envie de se cacher tout de suite, c'est instantané. Et puis en plus, on a peur que ça recommence, forcément. Puisqu'on ne comprend pas quelle est la source et comment arrêter la source, donc on a peur que ça continue. Et ça, c'est le réflexe terrible de la plupart des politiciens, de dire nous devons agir pour que ça ne continue pas. Donc ils vont essayer de détruire, comme on détruirait, je sais pas, une bande de cloportes ou de cafards. Mais ça marche pas comme ça, parce qu'on a vu qu'avec les drones, quand on en tue 4, on en fait 10. C'est l'apprenti sorcier, Mickey, dans sa petite... qui casse les balais en 1000 morceaux, et du coup il y a 1000 balais. Eh oui. Alors, en plus, l'exposition à l'événement augmente la peur de l'événement et l'importance que ça a dans notre psychologie.
Bah oui, forcément, parce que on est curieux de voir ça, on est curieux de comprendre ça. Donc on regarde plus la télévision, on regarde plus les politiciens qui nous expliquent tout ça, on regarde plus Internet, on regarde plus des photos, il y a plus de drames, il y a plus d'émotions, il y a plus, on se resserre plus, donc ça fait des phénomènes de groupe, de troupeaux. Du coup, on a encore plus peur, du coup les médias en parlent encore plus, du coup on les voit encore plus, du coup on a encore plus peur. C'est un phénomène procyclique comme dans l'économie et la monnaie. Et ça, c'est un phénomène mécanique. On se souvient et on ressent beaucoup plus ce qu'on a beaucoup vu et ce qu'on ignore, et ce qui est nouveau, que ce qu'on a l'habitude de voir. Vous comprenez bien que si on faisait des émissions extraordinaires sur l'épidémie qui va frapper la France l'hiver prochain et qu'on dise « attention, il va y avoir 1500 ou 2000 morts », eh bien il y a peut-être plus de gens qui prendraient un vaccin contre la grippe. Vous voyez le truc ? Mais la grippe, on n'en parle presque jamais, donc on n'a pas peur. Si on montrait des gens à l'hôpital mourir de la grippe, montrer que c'est monstrueux, que c'est dramatique, que ça tue beaucoup plus de gens que n'importe quel attentat, que beaucoup d'attentats, on aurait peur de ça. Et du coup, si on en avait peur, on en parlerait plus, et du coup, en parlant plus, on en aurait plus peur. Donc, alors que là, ça marche tout seul, là. Ça se met en place tout seul. Parce que, objectivement, si on y réfléchit... encore, mais bon, si vous voulez arrêter de regarder, coupez, hein. Mais objectivement, on a plus de chances, beaucoup plus de chances de mourir noyé dans une baignoire que par un coup de feu dans un attentat. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, c'est les chiffres. Mais du coup, on n'en parle pas, on ne parle pas des baignoires, on s'en fout des baignoires. Par contre, les attentats, on en parle beaucoup, du coup, ça devient énorme. Alors le fameux Dan Gilbert, quelqu'un lui dit « Comment on peut faire pour lutter contre ça ?» Vous savez ce qu'il répond? Il répond « Allez en Israël, allez en Irak, allez en Syrie. Il y a des attentats tous les jours. Quand il y a un attentat en Israël, on reprend le bus et puis on rentre chez soi et on fait ce qu'on a à faire. » J'ai pris que octobre et novembre en Irak. 3 octobre, 24 morts à Bagdad. Les attentats de Daesh. 5 octobre, 10 morts à Bassora, 40 morts à Bagdad. 7 octobre, 70 morts à Ramadi. 3 novembre, 8 morts à Kirkouk. 13 novembre, 17 morts à Bagdad. 20 novembre, 7 morts à Youssoufia. Liban, 12 novembre, 43 morts et 200 blessés à Beyrouth. Turquie, 10 octobre, 102 morts et 500 blessés. Égypte, 31 octobre, 224 morts. L'avion russe. Libye, 24 novembre, 6 morts à la voiture piégée. Tunis, 24 novembre, 12 morts et 17 blessés à un bus qui explose. Ben oui, il dit ça. Allez dans un pays où il y a des attentats tous les jours, ça vous habituera. Moi, ça m'enlève pas ma colère, ça m'enlève pas mon envie soit d'agresser, soit de me casser. Mais non. Mais bon, c'est une claque dans la gueule, c'est fait pour réfléchir, comme dit mon ami Mathieu, que je salue au passage. Plus qu'on en chie, moins qu'on est con. Eh oui, vous le savez, si vous avez un jour divorcé ou perdu votre boulot dans votre vie, vous avez beaucoup souffert, vous avez pris une bonne claque dans la gueule, ou si quelqu'un vous a quitté, vous en avez bien chié pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Et après, dites-moi comment vous étiez après. Ben, vous étiez plus grand, vous étiez plus fort, vous aviez compris des trucs. Donc une claque dans la gueule comme ça, moi j'aimerais bien qu'on comprenne des trucs et qu'on évolue, quoi. Tous. Vous allez voir, je termine. Solution. Faut pas se faire de soucis, hein. Juste un petit mot. Il n'y a que 5% de la population qui tombe dans ces violences extrêmes-là. Bon, vous allez me dire, c'est largement assez pour nous faire chier les 95% restants. C'est un peu s'il y avait 5% de voisins tarés dans un immeuble ou dans un village, ça suffit largement pour détruire complètement l'ambiance du village ou de l'immeuble. Je sais. Mais bon, on est quand même 95% à être normaux. On est quand même 95% à vouloir juste vivre en paix, s'aimer les uns les autres, ou en tout cas aimer ceux qui nous sont proches, et faire ce qu'on a à faire. Gagner notre vie tranquillement, produire, faire un truc, vivre. On n'est pas les 5%
violent, absolu. Alors la solution d'aller tuer par procuration, la solution d'aller dire il faut aller les tuer, il faut aller les détruire, bon, c'est pas moi qui vais y aller, évidemment, moi je reste chez moi, hein, comme on dit tous, comme disent tous les politiciens, hein, s'il fallait qu'on y aille nous-mêmes, il n'y aurait personne. Ou s'il fallait qu'on paye nous-mêmes pour financer ces guerres-là, sans être forcé de le faire par nos impôts, il y aurait peut-être moins de monde aussi, mais bref, on va pas s'énerver là-dessus pour l'instant. Donc il y a de la guerre là-bas, en Afghanistan, en Libye, en Algérie, en Syrie, blablabla, les bombardements. Bon, bah, est-ce que ça marche ? J'ai un chiffre très simple. Entre 2004 et 2014, le nombre des groupes terroristes en Syrie, en Irak, en Iran pardon, pas en Iran, mais en Libye, ont été multipliés par 2 en 10 ans. Je suis pas sûr que ça marche vraiment. Pourtant, on le sait, on a l'exemple, hein, on a vu, c'est le chaos en Libye, c'est le chaos en Iran. Ça marche pas très bien, quoi, d'aller tuer les gens. Alors Michael Flynn, le gars, là, le général de tout à l'heure, là, qui avait présenté, vous savez, son fameux rapport qui disait « Attention, là, on va peut-être nourrir des terroristes. » Il nous dit « Mais... » Il est militaire pourtant, le gars, mais il dit « Non, il y a des trucs bien plus importants que le militaire. Il y a l'information, c'est-à-dire... partager les informations, essayer de partager des éléments peut-être même culturels entre pays, entre ennemis. Parce que à quoi ça sert de parler avec ses amis ? Ça sert à rien, ça sert à monter des coalitions pour aller taper sur les ennemis. Peut-être que s'il y a quelque chose à faire, c'est de réunir ses amis et les ennemis et de dire on va essayer de voir ce qui va pas. Comme vous avez 5% de voisins dans un immeuble ou dans un village qui foutent la merde dans l'immeuble ou dans le village. La solution, bon évidemment c'est de les foutre dehors, mais là on peut pas les foutre dehors, ils sont sur la même planète que nous. On peut pas les foutre dehors. Ils sont copropriétaires de la planète, bah oui, comme dans un immeuble et comme dans un village. Désolé, c'est ça la réalité des faits. Et donc, la solution c'est quoi ? Bah c'est de dire, bon écoutez, on les convoque, on les fout dans le coin d'une table là, on se met tous autour d'eux et on leur dit, bon c'est quoi votre bordel de problème, nom de Dieu de merde ? Voilà ce qu'on ferait entre nous. On dirait pas aux psychopathes de service dans l'immeuble ou dans le village, tiens, voilà des armes, voilà des bombes, va les détruire. Qui dirait ça ? Qui dirait ça ? Eh ben oui, ben non, mais posez-vous la question. Bon, après, on va parler de la torture, des drones, etc. C'est pas moi qui en parle, c'est Michael Flynn, le général, parce que bon, il y a eu de la torture aussi. Alors, la solution Noam Chomsky, c'est dire la vérité au pouvoir. C'est la transparence. C'est dire aux gens de pouvoir, voilà, nous savons, nous comprenons ce qui se passe. Et nous vous disons solennellement, nous voulons, nous les 95%, trouver une solution au problème que vous créez entre vous les 5% de tous les pays. Et donc, nous voulons vous imposer ou vous expliquer les solutions que nous avons choisies. Ça, c'est au niveau institutionnel. Parce que voilà, il faut comprendre ça. On peut aussi leur dire, comment ça se fait que vous allez faire la guerre ? Ils seraient très fondés à nous répondre, c'est parce que vous avez besoin de pétrole, et nous on va chercher du pétrole pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? Bon bah d'accord, on va se démerder, on va essayer de s'en passer de pétrole. On va peut-être essayer de faire marcher nos bagnoles avec autre chose que du pétrole, on va peut-être les faire marcher, je sais pas avec quoi, avec de l'électricité. Bah oui, mais l'électricité vous allez trouver où ? Eh ben on va peut-être la trouver ailleurs. On va peut-être la trouver dans la nature, dans le vent, dans le soleil, dans l'eau, dans je ne sais pas quoi. Mais est-ce que vous comprenez que si on arrêtait de se battre et de consacrer des budgets énormes, près de 4% du produit intérieur brut pour les États-Unis, c'est exorbitant. Si on arrêtait si on diminuait un peu ces budgets-là et qu'on en mette un peu dans la recherche, non mais vous imaginez, non mais faites-nous confiance, faites confiance aux humains, faites-vous confiance, faites confiance à notre créativité commune, bon sang. Vous croyez que vous mettez 10 ingénieurs de top niveau pendant 1 an sur un projet de voiture qui marche avec je ne sais quoi, autre chose que du pétrole, et qui ne nous oblige pas à aller faire la guerre dans des pays qui en ont, vous croyez pas que les ingénieurs ils vont trouver un truc pour faire marcher nos bagnoles avec autre chose que du pétrole ? Mais vous êtes fous ! Allons, enfin.
Bon, il y a des trucs à faire aussi, qu'on peut faire nous. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une prison discuter avec les gars? Pourquoi ils sont en prison? Vous avez déjà fait ça? La plupart des gars, ils ont eu des enfances de merde. Ils se sont fait taper sur la gueule. Leur frère ou leur sœur ou leur oncle les a tripotés ou violés. Ou leurs parents sont divorcés, ou ils picolaient, ou ils ont subi des traumatismes monstrueux. Bon, évidemment, ça n'excuse rien. Ah bah oui, tout de suite, là. Oui, je sais, je suis un bisounours. Mais non! Non, ça n'excuse rien. Bien sûr, ça explique. Et ça nous donne la solution. Est-ce que peut-être, ça serait peut-être pas un petit peu intéressant, un de ces jours, au lieu de demander un permis pour conduire ou un permis pour aller à la chasse, de donner des instructions aux gens qui ont des enfants? De leur dire, si vous voulez un monde de paix, peut-être qu'il ne faut pas taper sur la gueule à vos enfants, par exemple. Peut-être qu'il faut, si vous soupçonnez qu'il y a un problème de pédophilie dans votre famille ou dans votre environnement, peut-être qu'il faut que vous en parliez directement d'un seul coup. Est-ce qu'on dit ça aux gens qui ont des enfants ou qui se marient? Ben non, c'est le truc le plus important du monde, l'éducation des enfants, et non, on fait ça à l'instinct, on lit un bouquin, et puis allez hop, c'est parti. Et puis on va au boulot, puis on donne le gamin à d'autres gens qu'on connaît pas, qui vont l'éduquer à d'autres places, à leur façon. Donc ça, c'est la maîtrise du futur, les gars. Si on veut que le monde change, il faut changer nous, et il faut changer le bonheur ou le malheur qu'on donne à nos gamins. Bon, il y a un truc énorme en prison. La plupart des gars qui sont en tôle, c'est parce qu'ils avaient une boulette de shit dans leur poche. Bon, alors il y a peut-être un truc à faire de ce niveau-là, moi je vous le dis. Hein. Le cannabis. Bon, je vous le dis, mais restez assis ou alors coupez si vous en avez marre. Le cannabis. Pour l'instant, c'est interdit. Moralité, tout ce qui est interdit. Regardez la prohibition aux États-Unis, je sais plus quand, Al Capone, etc. Quand on interdit quelque chose, aussitôt, ça fait une mafia autour de ce truc interdit, forcément, puisque la demande, elle n'a pas changé. Et donc les gens sont prêts à payer plus cher, vu que c'est interdit. Donc du coup, ça fait plein de pognon pour faire une mafia et monter des réseaux. Oui, non mais c'est mécanique, les gars, c'est une mathématique, quoi. On arrête d'interdire. Et on dit voilà, on a le droit, comme en Hollande. En Hollande, ils ont arrêté l'addiction au hashish en l'autorisant. Maintenant, c'est ringard de chez ringard de fumer des pétards. Il y a des coffee shops à Amsterdam, bon, vous achetez il y a des pétards tout faits, vous fumez votre pétard, comme vous achetez une bouteille de Ricard, quoi. Et du coup, il n'y a plus de délinquance liée, forcément, puisqu'il n'y a plus de trafic. Bon, ça ferait peut-être en même temps une occupation pour les jeunes qui savent pas quoi foutre et qui sont obligés, enfin obligés non, mais qui ont pour seule ressource de se mettre dans le trafic. Il y aurait peut-être un truc pas mal à monter des coffee shops et à fumer la chicha en fumant des pétards. Bah oui, je dis ça, je dis rien. Mais bon, ça viderait pas mal de prisons en même temps. Ah, c'est vrai que les prisons, c'est une industrie, c'est un business. Ah oui, peut-être qu'on peut pas toucher à ça, ouais. On pourrait en faire autre chose, on pourrait les louer. Il y a plein de studios, il y a plein de gens qui ont besoin de studios. Bon, il y a peut-être du boulot, les gars, les musulmans, il y a peut-être du boulot à faire aussi avec les gamins. Avec les gamins chez vous, quoi, à la mosquée. Vous voyez bien le petit qui tourne un peu con. Si vous le voyez pas, faut regarder, quoi. Faut regarder, faut s'occuper de lui faire lire vraiment le Coran, bien lui expliquer. Oui, il y a un boulot à faire, Et peut-être le prendre en main, l'expliquer un peu, l'aider peut-être, pourquoi pas financièrement, pour qu'il monte un petit truc, je sais pas, lui donner un job à l'épicerie, enfin je sais pas, il y a des trucs à faire, les gars, hein. Donc voilà, faut qu'on s'en occupe aussi. Puis nous, au niveau institutionnel, bon, moi pour la monnaie, le gros boulot, c'est de résoudre le problème monétaire, qui est à la racine de toutes les inégalités. Bon, ça, on va pas reparler là-dessus. Voilà, et je termine avec les solutions, qu'on peut faire tout de suite. Les solutions qu'on peut faire tout de suite, qu'on peut mettre en place tout de suite. Arrêtez de se faire de la peine les uns les autres. Arrêtez de se rejeter. S'entraider les uns les autres. Se donner des petits tuyaux. S'assister, quoi. Se demander si on va bien.
Militer. Militer contre le rejet, pour la non-violence. Même dans les rangs de la police, les gars. Vous avez des chartes de déontologie. Relisez-les, franchement. Vous êtes les gardiens de la paix. Vous êtes au service de la population, les gars, la police, tous les jeunes là que je vois dans le quartier qui foutent des coups de pied dans les cartons, des petits bana, des petits commerçants, des petits Pakistanais qui vendent des cacahuètes. Eh bien, relisez la charte de déontologie. Comprenez que le principal pour être respecté, c'est d'être digne tout le temps. C'est le respect de la paix, c'est le service du citoyen. Vous n'êtes pas au service de vos dirigeants, les gars. Vous êtes au service de la population, des gens. Vous êtes là pour protéger les gens et pour garder la paix. Ça, on ne dit plus, tiens, on ne dit plus ça. Gardien de la paix. Ouais, c'était de mon temps, quand j'étais jeune, on disait gardien de la paix. Maintenant, on dit quelque chose de l'ordre. Maintien de l'ordre. Force du maintien de l'ordre. Force du maintien de l'ordre. Non, franchement, moi je préfère gardien de la paix, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut supprimer les conflits? Ben non. Mais non, on ne peut pas supprimer les conflits. On ne doit pas supprimer les conflits. Au contraire, on doit exprimer les conflits. On doit s'engueuler. Engueulons-nous. Tiens, aimez-vous les uns les autres. Engueulez-vous les uns les autres. On peut s'engueuler en s'aimant. Ah oui, je vous le dis, moi c'est possible, hein, ça m'arrive. Hein. On peut apprendre la communication non violente, on peut apprendre à exprimer sa colère par la poésie, par la musique. Vous connaissez peut-être pas des rappeurs, mais les rappeurs, ils sont tellement en colère dans leur musique et leurs textes sont tellement forts et tellement beaux que je pense pas qu'ils prendraient une Kalachnikov pour aller tuer des gamins. Non. Ben non. Rappez, dites votre colère, faites du slam, engueulez-vous avec vos voisins si vous les aimez pas, mais dans un but de se comprendre les uns les autres, de comprendre pourquoi ils vous engueulent et pourquoi vous avez envie de l'engueuler et de lui taper dessus. C'est ça le secret, c'est de ne pas dissimuler les conflits. Et puis d'apprendre le dialogue, l'écoute, la négociation. Il y a des techniques, il y a des techniques pour ça. Voilà, bon, j'ai fini. Alors, je finis avec un texte. Un texte de Claudie Caro. Une comédienne dont vous allez sûrement entendre parler pas mal dans les années qui viennent. Elle a écrit ça le dimanche d'après les attentats. Je n'ai pas arrêté de pleurer ce week-end devant toute cette souffrance, ces horreurs, ce tumulte, alors que tout allait si bien. J'avais passé une belle semaine en stage d'acting, je rentrais tranquillement vendredi soir 20h30, le nez au vent, en marchant dans Paris, cette ville que j'aime tant. J'ai traversé toutes ces rues, la place de la République, tous ces endroits qui sont devenus des lieux de crime. Ces jeunes personnes qui sont parties si tôt, ces autres qui sont traumatisés à vie, les parents proches qui doivent se mourir de chagrin. Quoi faire? Comment lutter? Je n'ai pas la réponse. La seule chose qu'il faut retenir, c'est le mot amour. Aimons-nous encore et encore. Plus qu'avant. Aimons-nous, tant pis pour le reste. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver. Prenons-nous dans les bras, serrons-nous très fort, pleurons, rions, sautons, dansons, crions, tout ce qui peut nous faire du bien, mais plus de haine surtout. Que de l'amour, je vous aime. Voilà les petits gars, je vous dis salut et à la prochaine fois. Ciao, ciao.